Hello à toutes et à tous et bienvenue. Nous sommes le vendredi 14 mars 2025 et vous écoutez le café de l'e-commerce. C'est la saison 6, épisode 226. Je suis Laetitia et je suis accompagnée d'Adrien. Bonjour à tous, le café de l'e-commerce, c'est votre podcast favori que vous écoutez en train de défaire vos valises de Monaco, de préparer celle pour Vegas ou de revendre votre Tesla. Notre promesse, décrypter l'actualité e-commerce à la sauce aigre douce, incisif mais jamais méchant. Tel est notre credo. Le café de l'e-commerce vous propose de faire votre veille différemment dans vos oreilles. Au sommaire de cette émission, du Big Mac sauce IA, de l'IA agentique sauce chinoise, du contenu IA à la sauce ibérique. Et comme à chaque émission, on termine avec du fun dans la rubrique panier surprise. Laetitia, Adrien, prêt. Synchronisation des montres. Manque de temps pour faire votre veille e-commerce? Eh bien, retrouvez l'essentiel de la semaine avec du fun et de l'inédit dans la rubrique News simple et funky. Amazon, Zalando et Cdiscount s'engagent avec 30 autres e-commerçants pour réduire l'impact environnemental du commerce en ligne via une nouvelle charte. Cette initiative vise à limiter les émissions de CO2 liées aux livraisons, réduire les déchets et améliorer l'information des consommateurs avec des objectifs mesurables et un suivi par qui? Par la FEVAD. L'absence des géants malheureusement chinois, Shein, Temu, AliExpress, pourtant majeurs dans l'économie e-commerce en France, pose la question d'une concurrence inégale malheureusement face aux engagements écologiques du secteur. Alors je voulais lister quelques-uns des e-commerçants qui participent à cette charte. Vous avez du Blancheport, Boulanger, Carrefour, Colissimo, eBay, Extra Dépôt, Fnac Darty, Françoise Saget, La Redoute, Label Emmaüs, Laura Merlin, Maison du Monde, Manutan, Showroom Privé, Tikamoon, VP. Voilà quelques-uns pour compléter cette liste. Bravo à eux. Franprix inaugure un nouveau service de pressing. Après les consignes Vinted Go mises en place en juin 2022, les partenariats avec Amazon et Pickup, l'enseigne de proximité urbaine cherche à densifier le trafic dans ses points de vente avec des services annexes. Allez faire vos courses, déposez votre linge-sale et retrouvez-le propre. Shein lance des boutiques en ligne thématiques pour aider ses clients à naviguer plus facilement parmi les styles tendances. Ces nouveaux trend stores segmentent l'offre en différentes catégories comme le streetwear ou l'élégance raffinée, renforçant ainsi l'engagement et la personnalisation. En parallèle, Shein continue son expansion avec son programme de revente Shein Exchange en Europe et des collaborations avec des marques pour élargir son audience. En difficulté, Puma va supprimer 500 emplois dans le monde. L'équipementier sportif allemand va donc supprimer 500 emplois et c'est dans le cadre d'un programme de réduction des coûts. Ça a été annoncé ce jeudi via la direction du groupe après les publications la veille des prévisions financières qui ont été jugées extrêmement décevantes pour 2025. Et on rappelle que le contexte géopolitique mais surtout de faible demande de la part des États-Unis et de la Chine joue beaucoup pour la marque. McDo déploie l'IA dans 43 000 restaurants pour optimiser l'expérience client et la gestion des opérations. Alors, les 4 champs d'application de cette IA, ça va être l'automatisation des commandes, la gestion prédictive des stocks, la maintenance proactive des équipements et la planification des équipes. Ce déploiement, il est prévu jusqu'en 2027 et l'enseigne affirme vouloir soulager ses employés plutôt que de les remplacer. Adrien, ils n'en avaient pas parlé déjà à ShopTalk Chicago? Exactement, ils avaient fait des tests sur certains restaurants, on avait en avant-première pu voir un peu les use cases et là on apprend qu'ils vont les déployer un peu partout. Vinted dévoile son premier événement de luxe sur invitation et ce sera à Londres et ce sera le 22 mars prochain. Le site de revente entre particuliers va dévoiler cet intéressant projet dans quelques jours. Ce sera sa première présentation de vente privée de luxe, je précise bien, et ce sera uniquement sur invitation. L'expérience proposera aux membres invités de parcourir des garde-robes sélectionnées par des célébrités, parmi lesquelles j'en connais aucune. Donc je vais quand même vous les citer, mais Suzy Lowe, Victoria McGrath, Simran Randhawa, Julia Valentina. Bon, et toutes les pièces qu'elles auront sélectionnées seront disponibles à l'achat lors de cette expérience et puis après sur le site dès le 25 mars. Et tout, alors pas tout, mais une partie des bénéfices sera reversée à l'association caritative Oxfam UK. Ulta Beauty lance sa marketplace e-commerce exclusive pour élargir son offre beauté et bien-être avec une sélection de marques triées sur invitation. Cette initiative s'inscrit dans une stratégie d'accélération digitale et de personnalisation visant à améliorer l'expérience client et à renforcer l'engagement. C'est pas commun d'avoir une marque qui lance sa marketplace, en tout cas qui communique dessus. C'était vraiment il y a quelques années, on entendait beaucoup parler de ça. Alors ce lancement, il est prévu pour la fin d'année, donc fin 2025, et elle intégrera le programme de feed et les retours en magasin pour garantir une expérience fluide et omnicanale.
Est-ce que tu sais, Adrien, qui est derrière la marketplace? Est-ce qu'ils vont conserver leur marketplace? Est-ce qu'ils vont conserver leur éditeur e-commerce qui est Commerce Tools? Non. Ou alors ils vont le faire tout seuls, peut-être. L'Espagne va sanctionner les entreprises qui n'étiquettent pas les contenus qui sont générés par l'intelligence artificielle. Et attention, les sociétés contrevenantes seront exposées à des lourdes amendes qui pourront aller jusqu'à 35 millions d'euros ou alors à hauteur de 7% de leur chiffre d'affaires annuel. Et ces sanctions, elles sont prévues dans un projet de loi qui a été présenté cette semaine et qui vise à lutter contre les deepfakes. Manus AI, un agent IA venu de Chine, est annoncé et marque une avancée majeure dans l'IA autonome. Ça fait le même bruit que DeepSeek, je ne sais pas si tu en as entendu parler. Et la particularité, c'est que c'est un système multi-agent capable de gérer des tâches complexes sans intervention humaine. Donc on ne parle même plus d'agent IA, mais de multi-agent IA. Tenez-vous prêts. C'est développé par la startup Monica, affiliée au groupe singapourien Butterfly Effect. On les adore déjà. Cette IA chinoise dépasse ChatGPT et Gemini en efficacité et autonomie, suscitant autant l'admiration que l'inquiétude sur la provenance des modèles d'entraînement. Son succès illustre la montée en puissance de la Chine dans la course à l'IA et renforce la rivalité avec les acteurs américains comme OpenAI. Je vous ai mis un article BFM et le plus intéressant, c'est l'article qui est dans l'article, enfin le lien qui est dans l'article avec un lien vers la vidéo YouTube de présentation. Ça dure 4 minutes, c'est juste bluffant, vous pouvez la regarder en accéléré et c'est juste waouh, donc j'ai hâte de tester. Et c'est open source, en tout cas en grande partie open source. Ouais, en grande partie open source. Et effectivement, la vidéo est bien. Et il y a déjà pas mal d'influenceurs IA qui ont commencé à décortiquer et faire des cas d'usage. Bon, je n'ai plus le nom, mais il y en a un qui est extrêmement connu dans l'intelligence artificielle qui a publié une vidéo qui a déjà fait des millions de vues. En tout cas, ce qu'on note, c'est qu'il ne se passe pas une semaine sans qu'il y ait une très grande annonce sur l'intelligence artificielle. Et là, on commence vraiment à avoir des annonces sur l'IA agentique. Financement, acquisition et performance financière de la semaine. Qu'est-ce que tu avais pour nous, Laetitia ? Inditex, vous le savez, Inditex est bien derrière, c'est pas derrière, mais dedans, il y a Zara. Vient d'annoncer son bénéfice record de 5,87 milliards d'euros. Le géant espagnol du prêt-à-porter, propriétaire donc, entre autres, de la marque Zara, a dégagé le bénéfice le plus élevé de son histoire sur l'année 2024. Alors malgré un rythme de croissance un petit peu plus faible que les années précédentes, notamment dans un contexte de forte concurrence internationale, et oui, ces plateformes chinoises essaie de causer du tort à l'espagnol, mais l'espagnol est toujours en lice. Adidas affiche une croissance exceptionnelle en 2024, avec une hausse de 12% des ventes et un bénéfice opérationnel dépassant le milliard d'euros. Cette dynamique repose sur la forte demande pour ses produits, notamment en footwear, qui fait plus 17%, et des croissances à 2 chiffres sur tous ces marchés clés, y compris l'Europe et la Chine. Alors pour les revenus en ligne, ça fait plus 6%. Pour l'Europe, on est à plus 20%. Donc félicitations à Adidas, tout est ouvert. C'est extraordinaire comment cette marque se réinventer et continue à croître dans un contexte tellement compliqué. Et peut-être parce qu'ils ont pris les bonnes décisions en virant certaines personnes, certains créateurs problématiques. La société Verdoso obtient l'autorisation de racheter The Couples. L'autorité de la concurrence a fait son choix, elle a tranché et elle autorise sans condition le rachat de The Couples par Verdoso. L'organisme a en charge d'arbitrer la concurrence en France, notamment dans des décisions de rachat d'entreprise. Et donc elle vient d'annoncer dans son communiqué cette semaine son accord sans condition pour le rachat de The Couples. La société d'investissement Verdoso elle-même a annoncé le 14 février 2025 son projet de rachat qui a été accepté dans la foulée. Et pour rappel, The Couples a été fondé en 2008 et The Couples est actif dans la conception, la vente de détails de vêtements et d'accessoires masculins et féminins haut de gamme, et la marque dispose de 184 points de vente en France et 86 situés en Europe. Un second souffle pour The Couples. Swap lève 40 millions de dollars en série B pour renforcer son offre de plateforme e-commerce intégrant gestion des stocks et expansion cross-border. Grâce à cette levée, la startup accélère son développement aux États-Unis, en Europe, au Canada et en Australie, ciblant de nouveaux secteurs comme la beauté et la tech. Avec son produit Swap Inventory, elle ambitionne d'optimiser la supply chain des marques via l'IA, remplaçant plusieurs solutions fragmentées pour une plateforme unique. Showroom privé, c'est un peu la dégringolade. Le groupe est dans le rouge pour l'année 2024 et ils ont annoncé là, jeudi, une perte nette de près de 40 millions d'euros, notamment en raison d'une réévaluation de la dette d'acquisition de The Braderie, qui est l'une de ces 3 plateformes. Le groupe, qui avait enregistré un bénéfice net de 500 000 euros un an plus tôt, explique, non sans mal, que cet élément est exceptionnel et que la perte nette aurait été de 17 millions d'euros. Ces ventes ont quant à elles reculé de 4,5%.
La news what the fuck de la semaine. Eh bien Adrien, si on devait plonger dans nos archives, je ne sais plus très bien si c'est en 2020 ou en 2021, rappelle-toi, quand il y avait déjà cette rumeur qui est devenue réalité du TikTok ban, il y avait un acteur qui avait été mis sur la table par Donald Trump, c'était Oracle. Et je me souviens avoir rigolé en me disant mais d'où ça sort Oracle et pourquoi Oracle? Eh bien figure-toi que Oracle, c'est pas anodin et c'est surtout l'un des sauveurs les plus probables de la plateforme chinoise aux États-Unis. Alors pourquoi est-ce que ce n'est pas anodin? Eh bien, la solution est spécialisée dans la gestion des données et le cloud. Et cette entreprise américaine, eh bien, elle bénéficie surtout d'une influence notable auprès des décideurs politiques à Washington. Elle était déjà là, je vous le disais, lors des précédentes négociations en 2020. Et Oracle, aujourd'hui, affiche des arguments suffisamment convaincants pour rassurer le gouvernement Trump sur la sécurité des données et la gestion transparente des algorithmes sensibles de TikTok. Alors, côté Biden, cette collaboration stratégique pourrait également permettre à TikTok d'accéder à une infrastructure plus performante, offrant à ses utilisateurs américains une expérience plus fluide et sécurisée. Blablabla, bla, bla, bla. On verra bien comment ça se passera. Je rappelle que TikTok est encore en sursis aux États-Unis jusqu'au début avril. La news inutile dont on s'emballe avec Laetitia, quelle est-elle? Eh bien, c'est Boohoo, cette marque britannique qui est vraiment à la traîne, à la peine face aux plateformes chinoises. Comme tant d'autres, notamment face à Shein, eh bien, ils changent de nom. On va plus s'appeler Boohoo, on va prendre le nom de Debenhams, qui est la marque à succès de la chaîne britannique. Je ne sais pas, parce que pour moi, Debenhams, c'était quand même une marque qui était un peu en décrépitude, et je crois même qu'ils avaient fermé certains magasins, mais en tout cas, back to basic, on reprend le nom et la marque qui a été rachetée en 2025 par Debenhams va s'appeler Debenhams. Vox Populi. Vox Populi, c'est la rubrique où la communauté donne son avis. Laetitia t'a posé une question à la communauté. Quelle était la question et quelles étaient les réponses? Eh bien écoute, j'ai posé une question sur les moteurs de recherche et la réalité c'est que je n'étais pas encore très inspirée ce mercredi pour le Vox Populi hebdomadaire et Antoine, si je me souviens bien, a partagé des statistiques et notamment un article sur l'utilisation des moteurs de recherche en France. Et du coup, moi je me suis dit, bon allez, si on posait la question à la communauté, parce que non sans surprise, eh bien dans les données qu'il partageait, Google arrivait en premier. Mais il y avait quand même des acteurs d'autres acteurs un peu outsiders qui figuraient. Et donc ma question de cette semaine était la suivante. Quel est votre moteur de recherche préféré? Parmi les choix, eh bien, il y avait l'inévitable Google, ChatGPT, Ecosia, Quant, DuckDuckGo, Bing, Yahoo et autres. Adrien, tu as participé à ce Vox Populi? En répondant Google, il me semble, enfin le classico. Eh bien, moi j'ai répondu Bing parce que je ne sais même pas si on dit Bing ou Binge. Je dis Bing comme Chanderbling, j'imagine, mais non, il n'y a pas de ref à Friends. J'utilise jamais, je ne sais même pas comment on s'en sert. Mais bon, je ne voulais pas que celles et ceux qui l'utilisaient se sentent mis à l'écart. Mais bien évidemment, eh bien, c'est du Google pour moi aussi, comme pour la majorité de la communauté à 67,8%, eh bien la communauté utilise Google, suivi, pas de très près du tout, très loin de ChatGPT, qui est utilisé par 13,8% de la communauté. Et puis après, on a quand même du Ecosia, parce que oui, il n'y a pas de plan B, du Quant à égalité, du DuckDuckGo, et puis Bing quand même. Et le petit dernier, qui n'y a personne, c'est Yahoo. Peut-être que s'il y avait plusieurs choix possibles, je crois qu'il n'y avait qu'un seul choix possible, c'est ça? Non, je mets toujours plusieurs choix possibles normalement. Donc peut-être que si je me serais attendu à ce que peut-être GPT a plus de réponses, parce que c'est vrai qu'on l'utilise très souvent et parfois on tape des choses. Ouais, peut-être que j'aurais dû répondre GPT ou les deux. Je sais plus ce que j'ai répondu. Je pensais que tu avais répondu GPT d'ailleurs. Quoi de neuf chez nous? Mais que s'est-il passé cette semaine dans l'équipe Le Café de l'e-commerce? Ne stalkez pas, écoutez-nous, on vous dit tout ici et maintenant. Laetitia, il s'est passé quoi cette semaine pour toi? Il s'est passé plein de choses. Comme bien souvent ces derniers temps, j'ai commencé ma semaine avec mes chers étudiants de l'Université Paris 12 et plus précisément de l'IAE et encore plus précisément du Master 2 chef de produit. Et cette semaine, eh bien, on a parlé de plateformes chinoises. Alors comme bien souvent, moi je prépare mes cours et bien souvent mes cours prennent une toute autre tournure. Donc j'étais venue avec plein de choses sur plein de plateformes chinoises. Rappelez-vous, précédemment, on avait parlé de TikTok, puisqu'on parlait de social commerce. Et cette semaine, j'avais décidé de les faire travailler sur des plateformes chinoises, telles que Shein, Temu, Cider, qui n'est pas une plateforme chinoise, mais en tout cas qui est d'influence chinoise, puisque les créatrices ont longtemps travaillé en Chine, notamment à Singapour. Et puis, bien évidemment, l'inévitable
Alibaba. Ce que je voulais mettre en perspective, eh bien, c'était tout ce qu'on avait appris, tout ce qu'on avait étudié. Comment est-ce que tout ça se retrouvait sur les plateformes chinoises? Les mécaniques de social commerce qui étaient mises en place sur ces plateformes. Et comme d'habitude, eh bien, un gros big up à ces étudiants. Je leur ai donné 40 minutes pour étudier ces plateformes et ensuite faire une restitution. Et ils ont cartonné. Et alors, ce que j'ai appris, c'est que, eh bien, et c'est des étudiants qui, souvent, alors on décrit cette catégorie de personnes comme étant appartenant à la Gen Z et qui utilisent beaucoup ce genre de plateforme, eh bien non. Non, ils avaient des convictions, des valeurs et pour eux c'était un non catégorique. On ne consomme pas des plateformes ultra fast fashion. Et même s'ils avaient des convictions, eh bien ils sont allés chercher dans les moindres recoins ce qui allait et ce qui n'allait pas sur les plateformes. Qu'est-ce qui allait pas, par exemple, en dehors du classique pollution, etc. Écoute, ce qui n'allait pas, en dehors du classique, bien évidemment, la data. Et puis, ce qui n'allait pas et ce qui ne leur convient pas du tout, c'est l'hyper-personnalisation. À peine tu rentres ton nom, ton prénom et un email, et ça y est, tu reçois 125 emails et ta homepage est retravaillée en fonction de ta première recherche. Ils se sont sentis envahis. Ils ont trouvé ça trop intrusif. Alors, ce que nous, on vante comme étant l'un des fleurons du commerce de demain, pour eux, c'est beaucoup trop. Et puis souvent, c'est à côté de la plaque. On n'est pas du tout dans l'hyper-personnalisation. Bien évidemment, la protection des données qui pour eux est quand même très importante. Et puis le troisième point, c'est cette hyper-consommation incitée notamment via du gaming. Ça les a vraiment pas perturbés, mais en tout cas, c'est pas le chemin qu'ils ont envie de prendre pour leur consommation. Et ce qui était très drôle, Adrien, c'est que certains et certaines connaissaient et il y en a qui découvraient totalement à quoi ressemblait une interface telle que Temu ou Shein. Et qu'est-ce qu'ils ont bien aimé ? Pas grand-chose, à part peut-être le paiement avec de l'Apple Pay. Et puis, je dirais peut-être l'étendue du catalogue produit, mais voilà, eux, ce qu'ils avaient en tête, alors ils sont en master chef de produit, donc bien évidemment, ils ont une appétence produit et catalogue produit assez importante, mais ce qui les intéressait, c'était comment est-ce qu'on pouvait avoir autant de produits sur une même plateforme. Donc ça, c'était lundi, mardi, on va faire chaque jour, ou en tout cas le reste de la semaine. Non, c'est pas très intéressant, mais le reste de la semaine, écoutez, il va y avoir les FOP Days, les Friends of PrestaShop Days. C'est la première fois que je vais y participer. Alors, je vais pas y participer alors j'allais dire de mon plein gré. Si, bien évidemment, mais en tout cas, c'est la première fois que je vais y aller. Et pour être très honnête, jamais je pensais découvrir ce genre d'événement. Je crois que j'ai déjà fait des événements Presta, mais il y a très très longtemps, puis c'était autour du paiement. Bon, en tout cas, je suis invitée en tant que speaker. J'animerai une table ronde avec notamment Juliette de chez Molly. Juliette, c'est ma copine et on a l'habitude de faire plein de choses ensemble et je pense que ça va être cool. Et on va pas parler forcément de PrestaShop puisque de toute façon, c'est pas du tout une plateforme que je maîtrise. En revanche, on va parler de l'e-commerce et de la chose qui m'affectionne le plus. Non, c'est pas de la personnalisation, c'est pas du programme de feed, c'est pas des marques. Non, on va parler des femmes de l'e-commerce. Et donc, ce sera le 27 mars. Donc voilà, je parlais de FOP Days, mais il y a surtout quelque chose qui intervient avant, quelque chose qui ne se passe pas ici en Europe, qui se passe à l'autre bout du monde, qui se passe à Las Vegas. Adrien, quel est cet événement ? On le teasait la semaine dernière, c'est le Adobe Summit à Las Vegas. On part dans quelques jours et donc c'est la semaine prochaine sur 3 jours, il me semble, 3 ou 4 jours. En tout cas, ça va être un événement où il y aura beaucoup d'annonces. On nous a teasé qu'il y aura des grosses annonces sur l'expérience client, sur l'IA, sur le commerce. Donc hâte de découvrir ça. On n'a eu aucune information. On a essayé de soudoyer tout le monde, mais on n'a rien eu du tout. Donc on n'a pas du tout été spoilé. J'ai hâte de voir de quoi il s'agira. Laetitia, est-ce que tu peux nous en dire plus ou est-ce que tu sais à quoi s'attendre ? Non, je ne sais pas du tout à quoi nous attendre. Bon, bien évidemment, il y aura des informations majeures pour nous, ce qui nous concerne sur le commerce, mais pas que sur la partie marketing, évidemment. On y sera, on va assister à l'ensemble des conférences avec Adrien et tous les jours, on va essayer de vous faire un récap sur LinkedIn. Donc, suivez-nous, engagez au max que vous pouvez sur nos publications. Je pense qu'Adrien, lui, communiquera davantage en anglais. Moi, plus en français, parce que c'est plus mon audience, mais on verra. Mais en tout cas, suivez-nous. Les infos promettent d'être vraiment fabuleuses. Donc, rendez-vous la semaine prochaine. Et puis ensuite, Adrien, quelques mois plus tard, on organisera un événement
en collaboration avec Adobe sur ce post-event. J'attends, je vois déjà là, les critiques que j'ai reçues cette semaine. Adrien, vous êtes tout le temps fourré avec Shopify. Puis là, ça sera Adrien, vous êtes toujours fourré avec Adobe. Bah, soyez prêts parce que on va... Mais t'en parles, mais oui, parce que moi j'ai fait un podcast, c'est vrai, j'ai oublié de le dire, avec Shopify, avec Lara. Tiens, j'aurais dû le dire, quoi de neuf chez nous. Il y a un nouvel épisode du Café des Femmes qui est sorti avec Shopify. Donc vous le voyez, je vais chez PrestaShop, je discute avec Shopify, mais aussi je vais aux événements d'Adobe. Donc, et Adrien, c'est la même chose. Donc non, on n'est pas tout le temps moi, avec Shopify. C'était pareil avant avec Salesforce. On aime tout le monde, on déteste tout le monde de la même manière. Donc venez nous voir. Si vous acceptez de nous parler, on accepte de vous écouter et d'échanger. On est vraiment... Alors, s'il y a bien quelqu'un, enfin des personnes qui sont agnostiques et qui n'ont pas un regard biaisé, ou en tout cas qui veulent parler à tout le monde, c'est bien nous. Donc non, on n'a aucun intérêt particulier avec un éditeur plus qu'un autre. J'étais très content cette semaine justement d'échanger avec un des acteurs, pas plateforme e-commerce, mais qui est dans l'e-commerce, et qui est venu me voir, qui me dit Adrien, il faut qu'on passe plus de temps ensemble. On a plein de trucs dans la roadmap. On va vous montrer ça. Donc nous, on est toujours ravis avec Laetitia de parler avec les agences, les éditeurs ou n'importe qui, les marchands, les annonceurs, pour comprendre un petit peu mieux ce qui se passe chez eux. Donc restez connectés. Adobe Summit, c'est la semaine prochaine et on vous fera un récap quotidien, notamment sur LinkedIn. Et on en parlera bien évidemment dans le podcast parce qu'on a oublié de le dire, mais on va aussi là-bas pour travailler et interviewer des gens d'Adobe. Breaking news, les big news que tu ne lis pas, on les analyse pour toi et on en parle, on en débat et le tout sans langue de bois. Adrien, tu as eu la chance et l'immense honneur d'animer un atelier cette semaine sur le checkout. Ouais, effectivement. Alors, le checkout, c'est quelque chose qui, on en parle depuis pas mal de temps ensemble, Laetitia. On sent qu'en 2025, il va se passer pas mal de choses sur le checkout. J'ai eu la chance d'animer un atelier. J'ai partagé la scène avec une boîte qui s'appelle TapBuy, qui fait un SaaS checkout assez actif, une boîte française qui fait pas mal de choses et qui est une solution assez intéressante. Et j'en ai profité pour parler plutôt, plus que de parler de cette solution, mais parler un peu de l'évolution du checkout, ou en tout cas ce qui se passe sur le marché, et benchmarker un petit peu ce qui se passe. Si je te parle checkout, c'est quoi les sites où tu te dis waouh, ils ont des super checkout, les sites qui te plaisent? T'as des marques comme ça? Je croyais que t'attendais à ce que je parle de solutions. Non, pas de solutions. Oui, alors je vais surtout te parler de marques qui ont un très mauvais checkout. Cette semaine, je n'ai eu de cesse d'avoir des mauvaises expériences de checkout. Ça, je peux te le dire. Mais après, les expériences checkout que j'aime bien, forcément Amazon, c'est le problème, c'est le meilleur, inégalable. Apple, bien évidemment. Et puis, je sais pas si j'ai le droit de le dire là, mais Tesla quand même. Ok. Tesla, je m'achète pas des caisses à 100 000 balles, donc je sais pas. Mais Apple et Amazon, c'était des exemples que j'ai cités. Amazon sur ma première slide et Apple sur ma deuxième slide. Donc c'est assez rigolo pour mettre en avant un petit peu les best practices ou ce qui se faisait bien. Et ce qui est rigolo, c'est que tu as pris deux exemples que j'ai mis dans la catégorie le guest checkout. Et tu dois le savoir, mais ces deux sociétés, ces deux sites ne proposent pas le guest checkout. La majorité des sites aujourd'hui t'as une idée d'ailleurs de combien de sites proposent le guest checkout en pourcentage? Tu dirais quoi? Écoute, je dirais au moins 50%. Ouais, c'est exactement ça. C'est 70%. 70% des sites proposent le guest checkout, pardon. Et Amazon et Apple sont des contre-exemples qui ne le proposent pas. Mais la grande majorité des sites, quand on va, proposent le guest checkout. Je mettais aussi en avant l'exemple de Lacoste, que j'aime toujours. C'est un peu comme quand on va visiter des magasins. Lacoste, Nike, c'est les valeurs sûres. Et pareil, quand on va sur leur site web, il y a toujours plein de trucs sur lesquels s'inspirer. L'atelier, j'ai aussi parlé de personnalisation. Là, on peut pas ne pas évoquer Amazon, où tu sais, sur Sephora, même sur les fiches, sur le panier, c'est-à-dire au niveau des fiches produits, bien sûr, tu as de la personnalisation, tu as des recommandations, mais également sur le panier, sur Sephora notamment, mais plein d'autres sites, tu vas avoir des recos. Là où avant, on disait, il faut surtout pas toucher au niveau du panier ou dans le checkout, il faut surtout pas distraire le consommateur. On voit de plus en plus de solutions avant, pendant et après le checkout qui vont te pousser de la recommandation. Troisième tendance, c'est la Gen Z, ou en tout cas l'utilisation du mobile par cette nouvelle génération. Et j'avais titré la slide de mobile friendly à mobile first vers mobile only. C'est un petit peu le résumé des peut-être 15 dernières années où tu te souviens, au début des années 2010, il fallait avoir un site optimisé en responsive, etc. C'est le nom des conférences à l'époque, des événements. C'est exactement ça. Mobile first. Et puis t'étais révolutionnaire si t'avais ton site qui s'adaptait sur une tablette, sur un ordi et sur un mobile, et la guéguerre app versus site web, etc. Bon bref, en tout cas aujourd'hui, ça serait pas du tout délirant
demain d'entendre quelqu'un qui me dise mais moi c'est un site mobile only, tu vois, on lui cracherait pas dessus, on lui dit ok, c'est un parti pris. Et puis je crois que c'est l'année dernière ou il y a 2 ans où on a passé à plus de 50% de trafic mobile versus desktop. L'achat, on n'y est pas encore, mais en tout cas la tendance elle est très claire. Donc c'était intéressant de parler de ça et puis de voir en quoi le mobile impacte la navigation. 4e tendance, celle que tu adores, c'est le paiement. Et d'ailleurs on associe souvent le checkout au paiement, alors que le checkout, moi je le définis comme le moment les étapes entre le moment où tu confirmes ton panier, tu valides ton panier et tu as ta confirmation d'achat. Donc le paiement fait partie du checkout et une des étapes. Là, bien entendu, j'ai parlé d'Amazon avec le One Click Payment. Il y a si je te parle de paiement, tu as des exemples de sites ou alors de solutions que tu aimes bien? Non, mais moi, ce que j'aime bien, c'est quand il y a Apple Pay. Et donc, je peux partir d'un site et ne rien consommer. Ça m'arrivait pas plus tard qu'hier s'il n'y a pas d'Apple Pay. Et Shopify aussi, non? Le paiement Shopify, il est ouf. Bah ouais. Et d'ailleurs, Shopify, oui, bien évidemment. Bah, ça, je le remarque tout de suite, clair, donc ça ne me fait pas partir. Comme ils sont tous pareils, parce que là, tu peux pas trop le customiser. Tu le reconnais tout de suite et il est incroyable. Bah, là, je parlais notamment de ShopPay. Moi, j'adore Stripe avec le Link by Stripe. Enfin, c'est incroyable. L'essayer, c'est l'adopter. Mais Shopify, c'est pareil. Enfin, il y a plein de solutions qui se sont développées autour de cette possibilité d'acheter en un clic et de très facilement s'intégrer à n'importe quel site marchand. J'ai attendu la 5e tendance pour parler d'IA. Bon, alors là, dans l'IA, c'est l'utilisation de la data et de plein de use cases pour pouvoir développer des agents, prédire les comportements, etc. Donc, pas mal de use cases autour de l'IA. Et enfin, j'ai terminé autour d'autres innovations, notamment le voice commerce. Tu sais, on a parlé d'Alexa Plus qui va arriver. Est-ce que, alors, on y croit pas? J'y crois pas trop, mais ça va arriver. Mais c'est juste quand? À ne pas y croire, ça veut rien dire. Mais en tout cas, ça va arriver, c'est quasi certain. Ça a floppé il y a quelques années quand on parlait de voice commerce. Là, est-ce que les solutions sont les hardware et solutions sont prêtes? On va voir comment ça va s'intégrer. Bah, pour rebondir sur et faire le lien avec mes étudiants, le voice commerce, c'est quelque chose qu'ils attendent tous. C'est quelque chose, ils ont une habitude avec la voix. Ils font des vocaux à longueur de journée. Ils m'ont demandé des recos, et d'ailleurs, ce sera ma reco là, d'applications où tu peux retranscrire tes notes, machin, enfin, toutes ces choses-là. Et pour eux, ils ne comprennent pas qu'il y ait aujourd'hui très peu d'offres sur les sites e-commerce où tu peux dire bonjour, je voudrais une chemise rouge Vichy en taille 40. Est-ce que tu peux me l'envoyer sur mon Instagram? Et puis une fois qu'on vous l'envoie, de dire oui, achète, je veux la prendre, mets-la dans mon panier et achète-la pour moi. Et moi, j'étais en mode, mais je croyais vraiment que ça marcherait pas, que c'est complètement ringard. Et en fait, pas du tout. Tout simplement parce que c'est dans leurs usages. Donc, je pense que peut-être qu'on s'est trompé dans le voice commerce, ou en tout cas, on l'a sous-estimé. Mais comme tu parlais de la Gen Z et de leur habitude avec leur mobile, et bien l'habitude avec le mobile sur cette génération, et bien c'est de parler. Et quand on parle de parler et de mobile, moi, je peux pas m'empêcher de penser tout de suite à WhatsApp. Et donc, dans cette catégorie que j'ai appelée le checkout multicanal, il y avait le voice commerce, mais également le WhatsApp avec les achats que tu peux faire sur WhatsApp. J'ai hâte que ça se démocratise, mais là, complètement d'accord avec toi. Le jour où tu peux parler ou faire une note vocale pour expliquer ce que tu veux, et en 2 secondes, tu as les produits, et en 3 clics, tu peux l'acheter. Ça va également remettre en question peut-être les sites web, ou en tout cas repenser le kit checkout et cette manière de se dire que tu achètes de n'importe où. J'ai également parlé du checkout en magasin en citant un exemple qui m'avait beaucoup marqué, beaucoup plus, et Medjuri. Tu te souviens de Medjuri? Ouais, on l'avait à Miami. Exactement. Je me souviens très bien, cette boutique de bijoux. Tu sais pourquoi j'en ai parlé? Qu'est-ce qu'il y avait de spécial dans cette boutique? Qu'est-ce qui s'est passé au niveau du paiement? Je sais plus. C'était pas le POS, mais c'était sur chaque produit. Il n'y avait pas le prix. Tu sais ce qu'il y avait à la place du prix? Ah oui, ouais, t'avais un QR code. Exactement. Je crois que c'est la première fois de ma vie que je vais dans un magasin où il n'y a rien, il n'y a que des QR codes dans tous les sens. Et donc, tu QR codes, ou je sais pas comment on dit, codises, tu scannes le QR code, tu arrives sur une fiche produit, tu ne peux pas acheter. Par contre, tu peux avoir toutes les informations, le prix, etc. Et ensuite, tu achètes en caisse. Mais là, il y a un tout petit chaînon manquant. Demain, tu fais le QR code, tu achètes, tu montres la confirmation ou pas, ou dès que tu l'as acheté, derrière, ça va en préparation et on te le donne. Et j'ai terminé avec ça me donnait envie de vomir, mais il fallait. J'ai terminé avec Temu. Non, c'était pas Temu, c'était Shein. Avec un exemple, c'est quand alors je crois que j'ai acheté 2 fois dans ma vie sur Shein. Peut-être que tu connais mieux que moi, mais quand tu as confirmé ton achat, tu as un petit timer qui te dit tu as 8 minutes pour rajouter des produits, etc. à ta commande. Ouais. Donc c'est le flash sale post-achat. Et ça aussi, ça te permet, encore une fois, une innovation dans le checkout où pendant des années, on se disait on touche à rien, on fait rien. Maintenant, tu peux encore faire pas mal de choses. J'ai pas eu le temps de parler, mais je l'ai mentionné, de
de live shopping, donc live checkout quand tu achètes en temps réel, de TikTok Shop, de paiement en crypto, de scan and checkout en magasin et d'autres, de passkey, etc. Il y avait plein d'autres tendances. En tout cas, le checkout, pas mal de choses, quoi. On pourrait se dire c'est boring, etc. Mais je trouve que c'est hyper innovant, ou en tout cas, il y a beaucoup d'acteurs qui sont en train de se positionner dessus. Donc, pas mal d'innovation qui est drainée. Alors, comment est-ce que l'audience a réagi face à tous ces exemples? Est-ce qu'ils découvraient ou est-ce que pour eux, c'est déjà acquis, toute l'innovation autour du checkout et puis il n'y a plus qu'à? Je sais pas trop, c'était dur d'avoir... Enfin, il y avait des interactions, mais plus via des quiz, des petites questions qui étaient posées, que je posais à l'audience. Je sais pas trop s'il y avait... j'avais des hochements de tête et des sourires, donc je suppose que ça résonnait. Mais ensuite, les quelques questions qui étaient posées, je pense qu'elles sont quand même relativement spécifiques à chaque cas. J'ai quand même le sentiment qu'aujourd'hui, il y a très peu de différenciation entre les checkouts, quoi. Aujourd'hui, aucune page d'accueil ne se ressemble, aucune fiche produit ne se ressemble. Par contre, quasiment tous les checkouts se ressemblent. Alors, je suis un petit peu extrémiste en disant ça, mais il suffit que tu utilises telle ou telle plateforme e-commerce pour avoir le même checkout. Donc, j'ai hâte de voir des choses un peu plus funky, un peu plus originales autour de ça. Mais je crois que ça a bien plu et je voulais quelque chose de pragmatique aussi. Pas partir dans des trucs un peu trop spécifiques ou qui seraient pas pratiques. En tout cas, je voulais avoir un côté, peu importe la techno, la solution que tu utilises, tu peux le mettre en place, des choses simples et qui vont avoir un impact. Et les questions auxquelles tu as dû répondre, elles étaient de quel ordre? Écoute, il y a eu des questions, mais il y a une question qui m'a fait marrer. Je crois que c'est la première fois de ma vie que je reçois ça. Tu vas me dire si ça t'est déjà arrivé. Je fais la présentation et je reçois un jour plus tard sur LinkedIn un message une personne qui était dans la salle et qui me dit merci pour la présentation. J'avais des questions. Quelles sont les sources sortent d'où? Enfin, tu vois, les chiffres sortent d'où? Est-ce que je pourrais avoir les sources? Et ce qui est rigolo, c'est que j'avais pas partagé les slides. Donc, c'est vraiment que la personne avait dû prendre des notes. Et donc, je lui ai pas encore répondu. Faut que je le fasse. Mais alors moi aussi, je suis un maniaque de sourcer les chiffres parce que sinon, on sort n'importe où. Enfin, n'importe quoi, n'importe où. Donc voilà, il y a pas mal d'études en fait, du Salesforce. Tous les acteurs ont des benchmarks, des études autour du checkout. Donc c'est il y a assez d'informations de benchmark si vous voulez voir ça en ligne. Eh bien, merci Adrien. Hâte de te retrouver pour un prochain atelier sur peut-être un autre sujet. La Minute Techos, c'est un concept tech en 60 secondes, normalement sur le principe, mais dites-nous de combien de temps est-ce que ce concept est dépassé à chaque fois qu'Adrien prend la parole. Dans un langage clair, compréhensible de tous. Et cette semaine, Adrien vient nous parler du bug Bounty. Adrien, je n'ai aucune idée de ce que c'est, je te le dis tout de suite. Ne me demande pas de poser des questions ou de paraître intelligente, je ne connais rien du tout. Donc, explique-moi, comme si j'étais vraiment ta grand-mère, qu'est-ce que c'est que le bug Bounty? Les Bounty, déjà, tu sais ce que c'est? C'est les petites barres, c'est délicieux, non? C'est le truc affreux. Tu rigoles ou quoi? Où on se prend... le prochain sondage, c'est quoi la barre céréalée? Laisse tomber. Bounty, ça déchire. C'est pas ma préf, c'est pas du tout. C'est quoi les préférés? Snickers? Non, Twix? KitKat? C'est Twix ou Snickers, c'est entre les deux. Moi, dans mes pires, c'est Bounty. Non, le pire, c'est Mars. Mars, c'est horrible. C'est horrible, Mars. Je suis d'accord avec toi. J'ai jamais Bounty, compris. quand même, j'ai l'impression que je vais mourir. Bref, voilà, c'est pour ça que ça prend pas ce que c'est que le bug c'est pour ça que ça prend Bounty. plus que 60 secondes, parce que tu me poses des questions, je réponds dans 60 minutes. J'ai déjà un biais cognitif qui est je n'aime pas le Bounty. Ah ouais, voilà, donc c'est pas bien. Bug, ça fait les petits trucs là, les cafards et tout ça, donc en fait c'est pas très joli ce nom. Donc le cafard Bounty, qu'est-ce que c'est? Voilà, le cafard Snickers, c'est quoi? Le cafard Mars, c'est quoi? C'est un programme où des hackers éthiques sont payés pour trouver des failles de sécurité dans un site ou une app. Ça a l'air chiant dit comme ça, mais ce n'est pas du tout chiant. Plutôt que d'attendre une cyberattaque, tu as une entreprise, une marque qui va offrir des primes et va offrir de l'argent à des chercheurs en cybersécurité qui signalent des vulnérabilités avant qu'elles ne soient exploitées. T'as discuté avec Olivier Hérol, toi? D'ailleurs, on l'a vu. Tu l'as dit au hasard ou tu le savais? Non, mais tu m'as envoyé une photo et puis il m'a écrit aussi pour me dire que j'ai oublié que je t'avais envoyé une photo. Mais il m'avait dit, il m'a écrit. Mais du coup, hacker éthique, ça me fait penser à lui. C'est exactement ça. Au grand cœur, hacker éthique au grand cœur, Olivier. Donc, Adrien, si je comprends bien, un site e-commerce pour être testé par des hackers. Donc, on paye des hackers pour tester toutes les vulnérabilités du site. C'est exactement. Alors, dit dans ton ton et à la manière dont tu le dis, ça paraît complètement stupide, mais en fait, c'est oui. Et ça devrait être une best practice par tous. Les sites e-commerce gèrent des données hyper sensibles, les infos bancaires, les adresses, l'historique d'achat, etc., etc. Si une faille est trouvée par un pirate malveillant, ça peut vite virer au cauchemar. Alors que là, tu payes quelqu'un qui a les mêmes compétences et connaissances qu'un pirate et qui va te les partager pour que tu puisses les fixer.
fait. Mais Adrien, normalement, il y a des gens dans les entreprises qui sont payés pour faire ce genre de tests. Les équipes IT. Tu vas pas te faire des copains en disant ça. Normalement, c'est ça leur job, faire des audits de sécurité, mais tu sais aussi que, tout vérifier. Tu sais toujours que les roadmaps sont chargés, il n'y a pas le time, etc. Non, mais en fait, tu as complètement raison. Mais les bug bounty vont plus loin, c'est complémentaire. Les hackers du monde entier testent ton site en conditions réelles. Ils vont trouver des failles qu'un audit classique ne détecte pas. Il y a toujours la pression de l'argent et du temps, surtout en interne chez les annonceurs. Et tu payes à la performance uniquement si une faille est identifiée. Tu vas payer le hacker. Alors concrètement, comment est-ce que ça protège d'un hack? Et de quel type de hack? Ouais, tu pourrais te dire qu'il faut être un hacker, avoir un bac plus 10 comme Olivier pour faire ça. Pas du tout. Tu pourrais très bien tester, tu testes des formulaires. Et là, on parle de bug bounty, c'est des bugs. Ça peut très bien être des choses beaucoup plus simples qu'aller pirater la base de données. Mais en général, c'est proportionnel. Donc plus tu trouves quelque chose de critique et plus tu vas être payé. Donc ça peut être le vol de données clients un hacker va exfiltrer des informations sensibles. Ça peut être de la fraude sur le paiement avec des exploitations de failles sur le checkout ou des détournements de compte avec des failles d'authentification. Les formulaires, c'est vraiment des passoires où tu vas tester beaucoup de choses notamment. Et alors aujourd'hui, qui est-ce qui fait ça en e-commerce? Tous les gros le font, Amazon, Shopify, Zalando, etc. Ils ont leur propre équipe interne. Mais ce qui est superbe, c'est que ces dernières années, des marketplaces, je sais pas comment ça s'appelle, ou des plateformes tierces ont vu le jour, comme HackerOne ou YesWeHack, qui est une boîte française pour le coup, et qui permettent aux e-commerçants plus petits d'ouvrir un programme sur mesure. Donc c'est vraiment le principe de marketplace. Tu vas t'inscrire, mais peu importe tes compétences. Encore une fois, on n'est pas en train de parler de gens qui sont des techos très 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 forts. Il y a vraiment de tout. Tu t'inscris sur cette marketplace, sur ce site, un peu en mode Fiverr ou je sais pas quoi, et puis tu vas avoir le côté des e-commerçants qui vont dire vas-y, je vous ouvre les portes sous certaines conditions, etc. Tu peux pas faire n'importe quoi, il y a un brief et ensuite t'es payé. Le Fiverr du hack, j'adore. Adrien, pourquoi tu m'en parles, pourquoi c'est chaud en 2025 et j'ai toujours pas compris pourquoi est-ce qu'il s'appelait Bug Bounty. Bon, déjà je t'en parle parce que moi ça me fait toujours délirer et je crois que dans 7 minutes Ecos il y a beaucoup de sécurité, ça doit dévoiler des choses sur moi, donc c'est toujours des choses qui me passionnent. C'est un sujet chaud. Attends, chaque semaine on n'en parle pas mais on pourrait. Il y a des explosions de fraude en ligne. Regarde encore dans le groupe WhatsApp tout à l'heure, c'est WhatsApp ou sur LinkedIn? Oui, sur WhatsApp matin. C'est WhatsApp sur Free. Voilà, sur les gestions des retours, etc. Sur un SMS qui a été envoyé avec tes informations personnelles. Bref, et avec l'explosion de l'IA qui automatise les cyberattaques, la question c'est plus est-ce que je vais me faire attaquer, mais quand est-ce que je vais me faire attaquer? Donc mieux vaut être préventif et payer un hacker éthique que de subir une fuite de données. Donc tout ça c'est complémentaire à toutes les règles que tu pourrais mettre en place. Bug Bounty. Et donc pourquoi Bug Bounty? Bug Bounty, pourquoi? Tu sais pourquoi? Non, je pensais vraiment que tu savais. Bounty, pourquoi? Parce que c'est les chasseurs de primes. Et en fait c'est côté western. Donc tu as le chasseur de primes des bugs. Donc tu vas aller chasser les bugs et tu ramènes le bug et tu vas te payer là-dessus. Donc c'est le clin d'œil au chasseur de primes. Ok, d'accord, ouais. Bon, j'aurais jamais été chercher ça c'est là-bas. Vrai. Très bien. Non, jamais. Eh bien, merci Adrien. Je m'endormirai moins bête ce soir et demain, je me réveillerai beaucoup plus intelligente. Merci. Non, blague à part, c'est génial et j'aimerais trop rencontrer des équipes de Bug Bounty. Génial. Si vous avez participé, etc., ou si vous avez des choses à nous dire, contactez-nous et Laetitia sera un plaisir. Peut-être on fera une petite capsule, ou alors on pourra inviter YesWeHack. C'est Corben, je crois qu'il a fondé. Ouais, ce serait marrant derrière, ça. Donc très connu. Je crois qu'ils s'en foutent de nous, mais bon, peut-être qu'il pourra venir. Mais c'est toujours passionnant de voir. YesWeHack, si vous nous écoutez, le micro est à vous. Venez quand vous voulez. Reco, micro reco. Au micro, on fait notre reco. Écoutez-la illico presto. Retrouvez toutes les recos sur la page Notion en lien dans la description. C'est complètement gratuit. On vous demande même pas d'email. On va pas vous voler vos données personnelles. Vous avez un max de recos et en plus qui sont classés en fonction par la langue, par la difficulté, etc. Laetitia, est-ce que tu as une newsletter à nous proposer ou un benchmark ou est-ce que tu as quelque chose de différent? Mais pas du tout. J'ai une application cette semaine. Une app? Okay. J'ai une application que vous pouvez retrouver à la fois sur Apple et Android. Elle s'appelle Voice Notes, au pluriel Voice Notes. Eh bien, c'est une application qui se charge de faire toutes vos transcriptions de vos notes vocales et qui va les transformer en récap, en email, en tweet, en article de blog, en bullet point. Cette application, elle est géniale. Je crois qu'elle coûte moins de 50 €. Je l'ai testée d'abord sans la payer et elle a changé ma vie. Alors Adrien, tu sais qu'on utilise pas mal d'outils, nous, de ce genre, mais là vraiment, l'app, elle m'a bluffé. Elle est aussi compatible avec l'Apple Watch. Alors comment je le sais? C'est que le fondateur, dès lors que tu t'inscris, il t'envoie un petit email et il te
dis, tu sais comment est-ce que moi j'utilise l'application ? Et avec ma montre. Mais je me dis, mais qui est comme ça avec sa montre ? Je ne sais pas. En tout cas, peut-être lui. On sent qu'il pousse cette feature. Je l'ai même proposé à mes étudiants parce que eux justement cherchaient une application qui pouvait être la plus fidèle possible. Bien évidemment que c'est généré rendu possible par l'intelligence artificielle. Et puis à l'intérieur, vous avez même un petit onglet qui s'appelle Ask AI et vous pouvez tout lui demander d'améliorer votre article, votre tweet en lien avec bien évidemment votre contenu, mais pas que. Voilà, c'est VoiceNote. Moi, je l'ai payé. J'ai aucune contribution. Je ne suis pas une influenceuse. Mes étudiants m'ont quand même demandé. Ils m'ont dit, mais madame, vous faites la promotion de cet outil parce que vous en êtes l'ambassadrice. Ouais, moi, chaque fois, je leur dis non. Et puis, ils m'appellent madame et je leur dis, ne m'appelez certainement pas madame. Tu t'aimes bien avoir un trône. Et c'est ça, quand tu arrives, tout est prêt, le thé est prêt et vous voit. Ils se lèvent aussi avant qu'ils s'assoient. Ouais. Et puis, ils me font des offrandes. Ils me font des offrandes aussi, des gâteaux. Quand j'étais étudiant, j'avais un prof, fallait être debout, fallait attendre qu'il vienne pour s'asseoir. Enfin, c'était vraiment l'école. Tu serais capable. Alors moi pas du tout. Le cours il commence à 13h30 pour moi. On commence pas des cours à 13h30. On est soit en train de déjeuner, soit en train de digérer. Et je leur dis même, vous pouvez poursuivre votre déjeuner, ça ne me dérange pas. Et ils sont tellement mignons que non, ils déjeunent même pas. Et quand je leur dis c'est la pause, ils me disent mais c'est pas l'heure, madame. C'est toi qui as envie d'une pause. Donc non mais moi j'en ai marre. Allez poser. Pour revenir sur ton app, ce qui est intéressant, c'est qu'on pourrait se dire il y a plein d'apps. Je me fais des nœuds au cerveau, je vais les comparer, etc. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien pour à un niveau. Ça ne sert à rien. C'est sur la qualité du transcript. Ils utilisent quasiment tous les mêmes modèles derrière. Donc, ce qui va changer, c'est vraiment le front, c'est l'interface, les use cases que vous avez, etc. Donc, que vous utilisez, on avait parlé de Fixer, de Lexi, VoiceNote ou autre. C'est du Whisper derrière ou c'est d'autres LLM ou d'autres outils. Mais finalement, c'est pas là-dessus que ça va se différencier, qu'il va y avoir beaucoup de différences. Donc, à un moment donné, moi, j'étais complètement perdu. J'ai testé plein de trucs, j'ai benchmarké machin. Et quand j'ai compris que finalement, derrière, c'était la même chose. À partir du moment où vous avez une app qui est sympa, utilisez-la. Je l'ai installée, je vais la tester, surtout quand on sera à Vegas, on va pouvoir se marrer et enregistrer les confs. Je trouve ça pratique. Si ça répond, si tu peux customiser un peu les prompts ou pas, tu lui dis exactement dans quel format tu le veux. Ouais. Ok, je trouve que je vais kiffer. Alors non, tu as une sélection en fait, tu sélectionnes quel format. Est-ce que tu peux éditer ? Si, je crois que tu as une section éditable. Oui. Et tu peux même importer des notes qui viennent d'une autre app ou nous on utilise d'autres outils, donc je vais essayer de comparer avec AppyScript qu'on utilise. Le panier surprise, ça y est, c'est la fin de l'émission, on relâche la pression. Et la vie, c'est comme un panier surprise, on sait jamais sur quoi on tombe. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on se marre et qu'on se marre bien. Adrien revient avec son jeu préféré. Je crois qu'on devrait faire des statistiques. On va demander à Benoît le jeu que tu as le plus proposé. C'est bien évidemment QPUC, question pour un champion du digital. Adrien, c'est à toi. Ce matin, tout à l'heure, j'étais en train de préparer le jeu. J'étais parti sur un autre jeu. Je commençais à lire des choses sur la marque. Je voulais prendre Adidas et je suis allé voir les notes. Je voulais faire comment il s'appelle, sans modération. Et quand tu vas sur Trustpilot et tu commences à lire les trucs sur Adidas, ça te met en bad tout de suite. Tout le monde se plaint et tout ça. Et j'étais pas prêt pour des mauvaises nouvelles, donc j'ai changé. On va retourner Feel Good, QPUC et c'est très très bien. Alors, est-ce que tu es prête ? Allez. Je suis une entreprise née en 1940, d'abord locale avant de devenir une icône mondiale. Mon siège est aux États-Unis. J'ai profondément changé la manière dont nous consommons les repas en dehors de la maison. Mon modèle repose sur la franchise et aujourd'hui, je suis présent. McDo. Bravo. Je suis présent dans plus de 100 pays avec 40 000 restaurants. En 2023, mon chiffre d'affaires atteint 25 milliards de dollars et mes effectifs, en incluant les franchisés, comptent environ 2 millions de personnes. Chaque seconde, je vends combien d'hamburgers dans le monde ? 75 hamburgers dans le monde. 70% de mes ventes aux États-Unis passent par le drive. 75 hamburgers dans le monde, chaque jour. Par seconde. Ah, par seconde. Ouais. Ça te paraît peu ? Beaucoup ? Okay. Non, c'est pas mal, non ? Mais non, je crois que tu as dit 75 hamburgers par jour. C'est par seconde. 70% des ventes aux États-Unis passent par le drive et en France, je suis l'un des leaders du secteur. Mon influence est telle que j'ai même un indice économique basé sur l'un de mes produits phares, le Big Mac, bien sûr. Et je suis McDonald's. Félicitations. Bravo, Laetitia. Et je crois qu'on a fait en 6 ans qu'on a commencé le podcast. Combien de fois on a fait le McDo ? Une seule fois. On s'était fait à Paris Retail Week. Ou Tech for Retail, je crois. Je sais pas quoi. On s'est fait une fois et des gens nous ont vu. Si, c'était... Non, Tech for Retail. Tech for Retail, c'est ça. C'était là en novembre et les gens, vous ici. On ne fait jamais de McDo. C'est rarissime. Donc c'était rigolo. Et bien voilà, on va terminer sur la sauce Big Mac. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi l'épisode 226, saison 6. Si vous l'avez aimé, faites-le nous savoir dans la communauté WhatsApp via toutes les plateformes où vous pouvez laisser des commentaires. Allez-y, partagez-le. Adrien, on se retrouve la semaine prochaine, je ne sais pas. C'est le spécial. Oui, non ? Ça va être la semaine prochaine, mais on va voir le format. Ça sera en Friendly. Donc on se retrouve la semaine prochaine. On ne sait pas à quelle heure, on ne sait pas quel jour, mais on sera là, c'est sûr. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.
Alors pour Lara là, de Shopify en off, elle t'a raconté des choses? Elle t'a dévoilé des petits secrets? Des petits secrets de Shopify? Non. On a beaucoup parlé des marques et des marchands Shopify. Alors si, le petit truc assez rigolo, c'est qu'elle est cliente de ses clients, mais qu'elle n'a pas elle n'utilise jamais ces petits privilèges, pas du tout. Elle n'y pense pas. Alors que moi, t'imagines bien que si j'avais tous les privilèges que Lara de Shopify a, c'est clair. Tu prends le moins 75%. C'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, mais tu peux faire tous les coupons que tu veux. C'est clair. Et en plus, elle bosse avec des super belles marques, donc ouais, laisse tomber. Mais grave. Ah ouais. Donc voilà. Moi, c'est sûr que je sais pas si je le ferais, mais je le tenterais quand même. Et en tout cas, l'idée m'effleurait l'esprit, ça c'est sûr. Non, c'est un épisode qui est vraiment que j'ai adoré faire parce que et d'ailleurs j'ai reçu plein de messages en ce sens parce que pendant longtemps Shopify nous ouvrait pas ses portes et c'était pas gagné qu'ils viennent à notre micro, donc j'étais vraiment contente. Et puis surtout le ton, la tournure de cet épisode, on sent vraiment bien que Lara elle maîtrise tout Shopify. C'est un produit Shopify et elle aime le produit. C'est une vraie nana du produit et ça fait vraiment ça fait plaisir. Mais souvent c'est ce qui se passe dans le Café des Femmes, c'est que je discute beaucoup avec des nanas produits et donc moi ça me fait vraiment plaisir. Il y a beaucoup de femmes chez Shopify France, j'ai l'impression qu'on compare à tous les autres aux autres éditeurs. Ouais, je sais pas, tu les as vus, non? Tu as vu en proportion? Justement, il y en a vraiment un paquet, donc c'est bien représenté. À des postes stratégiques en plus, c'est pas c'est des postes assez importants que les femmes de donc ils sont Shopify, souvent Shopify faits par des hommes. Le channel manager par exemple, avoir une femme c'est cool, le country manager etc. Donc c'est ou sales, c'est vrai que c'est plutôt bien. Et t'as dévoilé les plans pour 2025 en off ou pas? Oui, non, c'est toujours comme on le devine, Shopify POS, gros focus. Et il y a une partie que j'ai bien aimée, c'est la partie dropshipping. Lara, elle est vraiment transparente et elle ne cache pas le fait que le dropshipping a vraiment contribué au rayonnement de Shopify. Et c'est pas du tout une pratique e-commerce qu'elle voudrait mettre sous le tapis. Non, elle dit mais ça a contribué au développement de plein d'autres plateformes et bien évidemment qu'il y a eu des dérives, mais comme partout. Donc j'aime bien son discours, son langue de bois sur ce genre de pratique. Elle a un très bon dire, j'ai pas envie qu'on en parle, c'est pas ce qu'on fait, pas du tout. Free avait commencé dans le X, comme ça qu'ils ont fait de l'argent. Shopify a commencé dans le dropshipping et tout le monde leur crachait dessus justement parce qu'ils étaient associés à cette mauvaise pratique. Donc c'est bien de pas renier ses racines et de dire de toute façon ça continue à exister et puis même ça a évolué. Il y a une part aussi importante du dropshipping et qui a évolué. Donc j'ai bien aimé. Et puis après, je pense que c'est un épisode qui a plutôt bien fonctionné. Le timing était plutôt bon puisque c'était le moment de One to One Monaco et des conférences que l'équipe Shopify France animait. Mais il y a aussi un autre épisode. Tu parlais de la fraude tout à l'heure. Vraiment, je ne connaissais pas les bug bounty. En revanche, oui, je savais que les entreprises qui travaillaient sur des outils anti-fraude coopéraient beaucoup avec les hackers et essayaient justement de les recruter. J'en discutais avec Noémie Koffler de chez Skified et dans un l'épisode juste avant celui de Lara, et c'est exactement ce qu'elle dit, que de toute façon pour avancer et connaître, tout va très 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 vite, donc il faut être un peu au cœur du réacteur et essayer de dragouiller les meilleurs hackers. Il n'y a pas beaucoup d'écoles de hacking, ou en tout cas c'est un boulot faut être passionné, faut connaître plein de compétences transverses, donc c'est dur à trouver. Et alors tu sais ce qui est drôle, c'est dès lors que tu parles de la fraude, il y a vraiment ce nom qui revient tout le temps, Olivier Hérol. Ouais, c'est vrai, il est connu. Je sais pas. J'ai rediscuté avec un mec, qu'est-ce qu'il fait lui? Il est dans... C'est un truc dans le paiement, je sais plus quoi. Et puis, il me parle de fraude, mais ça concerne pas du tout ce que fait Olivier. Et je lui dis, mais c'est un sujet qui t'intéresse, la fraude? Ah ouais. Il me dit, d'ailleurs, là, juste avant toi, j'étais en call avec Olivier Hérol. On le connaît bien, Olivier. C'est notre ami. Bon, là, on est vraiment dans les private jokes. Bon, c'est peut-être le seul copain qu'on a qui est vraiment spécialiste là-dedans. Et il se trouve que c'est une sommité. Donc, c'est rigolo. Et il se prend pas du tout. Il y en a pas beaucoup, c'est ça aussi. C'est que t'as pas beaucoup de... Il est super humble, il se prend pas la tête. Il est très bon délire en plus, donc c'est ça. Bon, t'as préparé tes valises pour Vegas? Pas du tout, moi je suis en mode last minute, moi je pars lundi, donc ma valise sera faite dimanche dans la nuit. Et toi? Toi tu pars avant moi? Je pars dimanche et ça sera fait 2 heures avant de sortir du show, 1 heure avant de commander le Uber, donc voilà, je vais mettre 3 trucs. Non mais le mieux ne fait pas de valise, viens comme ça. Ouais, mais j'achèterai tout sur place, on va jouer sur tout ça. Il n'y a rien à Vegas. Il y a tout, il n'y a rien. Tu connais mieux que Vegas. Il n'y a pas de magasin, il faut que tu ailles un petit peu en dehors dans les autres. Je m'achèterai les chemises Hawaïennes Vegas, machin truc, mais bien sûr, on aura le
le look de Plouc, ça peut être très rigolo. Tu peux avoir ce look-là. Ouais, ou alors on ira voir les goodies. Je suis sûr sur des goodies, il y aura des chaussettes, des casquettes, donc ça c'est des t-shirts peut-être. Les hoodies, si on s'en sort bien, on avait eu des hoodies la dernière fois. Si on s'en sort bien, alors ça, quand on a le hoodies, c'est que vraiment on s'en est très bien sorti. Non, tout va se faire dernière minute. Donc c'est limite, je laisse la valise, elle est déjà prête avec les affaires de cette semaine. Donc voilà, je vais changer ma carte d'embarquement. Comme des forces, pas comme un handicap. Et je bois ce whisky sans glace. Je suis né avant les années 2000. Je veux voir voler les automobiles et les cernes sur ma photo de profil. Je pense à des sons, je pense à vrai. J'ai la libé avant le mobile.